Charles Lucky Luciano est le père du crime organisé. C'était un proxénète, un racketteur et un assassin. En 1936, il fut condamné à 50 ans de prison. Il est alors supposé mourir en prison. En réalité, il est libéré 10 ans plus tard et meurt en liberté en Italie. Cet incroyable retournement de situation cache une des collaborations les plus improbables de la Seconde Guerre mondiale entre l'armée américaine et un criminel condamné. Durant des années, le rôle de la mafia dans la Seconde Guerre mondiale sera tu ou traité de fable. Ce documentaire révèle de nouvelles preuves qui montrent que le gouvernement américain et la mafia ont collaboré pour gagner la guerre. J'ai trouvé des archives, des documents qui attestent que Luciano a scellé un accord secret avec le gouvernement américain. La relation secrète entre le gouvernement américain et la mafia commence durant la guerre de l'Atlantique jusqu'au débarquement allié en Italie. Les deux camps auront ce qu'ils veulent. Les États-Unis remporteront la victoire et Luciano et la mafia pourront développer leurs affaires louches. En 1907, un des futurs héros américains de la guerre arrive à New York. Charles Luciano est un immigrant italien. Il deviendra le parrain de la mafia. Luciano se révèle différent des enfants de son âge. Le biographe Tim Newark a passé 7 ans à étudier la vie de Luciano. Luciano était très ambitieux. Il savait qu'il ne pourrait jamais mener une vie normale. Dès l'adolescence, il a participé à des escroqueries, des agressions et des vols. Dans le quartier pauvre du Lower East Side, Luciano acquiert vite la réputation de bagarreur et de voleur. Il commence aussi à établir des contacts utiles. Luciano se faisait un peu d'argent à l'école en cassant la figure à ceux qui refusaient d'être rackettés. Et un jour, il aperçoit un garçon de petite taille. Il s'approche de lui pour le racketter, mais il tombe mal parce qu'il s'agit de Meyer Lansky. Juif polonais, Meyer Lansky est un dur à cuire, comme Luciano. Meyer Lansky ne s'est pas laissé intimider. Il a dit à Luciano d'aller se faire voir. Luciano a été estomaqué par le courage de ce petit bonhomme. Luciano se rappellera toute sa vie cette rencontre. J'avais une tête de plus que lui. Mais ce nain m'a regardé sans broncher, avec beaucoup de cran dans le regard. J'ai éclaté de rire. Je lui ai tapoté l'épaule et je lui ai dit que je le protégerais gratuitement. Il m'a repoussé en disant « Ta protection, tu peux te la mettre où je pense. J'en ai pas besoin. » J'ai rapidement découvert qu'il n'en avait pas besoin du tout. C'est le début d'une des associations les plus lucratives du crime organisé à New York. En 1920, le Parlement américain interdit l'alcool et ordonne la destruction des stocks. C'est le début de la prohibition. Mais pas pour longtemps. Le marché noir de l'alcool inonde un univers clandestin et illégal de bars, de boîtes de nuit, de tripots et de boîtes de striptease.
C'est une aubaine incroyable pour un jeune homme ambitieux qui cherche à se faire un nom. Luciano commence à se faire une place dans le milieu. Il est arrêté et condamné pour vol et vente de drogue. Mais il contrôle 5000 prostituées. En 1929, on le soupçonne d'avoir commis plusieurs meurtres. Les affaires de Luciano marchent si bien qu'il finit par attirer l'attention d'une organisation clandestine très florissante, la mafia. Luciano se révèle très efficace au sein de la mafia. Comme tous les célèbres gangsters, il n'est pas dénué de charme, comme en témoigne son ancien avocat Moses Polakov. Lucky était un type sympa. Les gangsters de l'époque étaient bien élevés. Ils n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui. Quand Lucky bousculait quelqu'un dans la rue, il présentait ses excuses. En dépit de ses bonnes manières, Luciano gravit rapidement les échelons au sein de la mafia. Il élimine même son chef pour prendre sa place. Il attend dans les toilettes d'un restaurant pendant que des complices abattent Joe Massiera. Ensuite, il sort et appelle calmement la police. En 1932, Luciano devient le parrain de tous les groupes mafieux. Il contrôle la drogue, la prostitution, le jeu et le racket à New York City. Il hérite du surnom de Lucky, le chanceux, pour avoir survécu à une tentative d'assassinat. En 1934, Fiorello LaGuardia devient maire de New York. I have just assumed the office of mayor of the city of New York. Pour le nouveau maire, Luciano est l'ennemi public numéro 1. Patron suprême de la mafia, Luciano adapte son style de vie au niveau de ses responsabilités. Il porte des costumes de luxe à fines rayures fabriqués à Londres, ainsi que des chemises de soie importées d'Italie. Pour garantir sa protection, il vit sous un nom d'emprunt dans une suite de luxe à l'hôtel Waldorf Astoria. Mais en 1936, la chance tourne le dos à Luciano. En dépit des mises en garde de Meyer Lansky, son associé, Luciano a du mal à renoncer aux paillettes. Luciano a commencé à fréquenter des personnes importantes et influentes de la haute société. À New York, il sortait avec des stars du cinéma. Il est ainsi devenu quelqu'un de très en vue, alors que Lansky lui avait conseillé d'éviter les feux de la rampe. Luciano commet une erreur fatale en attirant l'attention d'un ennemi très puissant, un homme ambitieux qui peut se servir de Luciano. We have made a real start on cleaning the gangsters out of New York. In 2 years, we have shown that our people can be protected, that they can be delivered from the grip of the mobs. Thomas Dewey, le procureur de New York, est décidé à nettoyer la ville de la pègre et à faire condamner les criminels. Racketeer is not and never has been above the law. The real problem is to remove the influence of the racketeer from politics. Luciano est dans la ligne de mire de Dewey. Luciano était un des premiers que Thomas Dewey voulait faire tomber. Luciano a été victime du succès qu'il avait à l'époque. Dewey attend patiemment que Luciano fasse un faux pas, ce que le gangster fait en 1936. Dewey a appris que Luciano était impliqué dans la prostitution, qu'il dirigeait cette activité à New York. Plusieurs prostituées travaillant pour Luciano acceptent de témoigner contre lui. Dewey atteint enfin son objectif.
Luciano est arrêté. Le 11 mai 1936, l'homme surnommé le Chanceux est conduit en menottes à la Cour suprême de Manhattan. Le procès dure 4 semaines. Luciano est déclaré coupable d'extorsion et de racket. Il est condamné à 50 ans de prison et incarcéré dans une prison surnommée la Petite Sibérie, à cause des conditions très dures qui y règnent. Les gens pensent souvent que les mafieux vivent comme des rois en prison, à cause de leur influence et de leur argent. Mais Luciano a vécu dans des conditions misérables. Il disait que ça puait, il faisait froid. Il faisait piètre figure à cette époque. Ces demandes de libération conditionnelle sont rejetées. Luciano semble destiné à mourir en prison. Il est totalement isolé. Ni les dessous de table, ni les menaces ne réussissent à le faire libérer. Pour être honnête, il était persuadé qu'il finirait ses jours en prison. Mais un événement inattendu va le sauver. La Seconde Guerre mondiale. En décembre 1941, le Japon lance son attaque surprise sur la flotte américaine à Pearl Harbor. Les États-Unis sont propulsés dans la guerre. L'immense puissance industrielle américaine est mobilisée. Des millions d'hommes sont entraînés pour se battre contre le Japon et l'Allemagne nazie. Les États-Unis participent à la bataille de l'Atlantique. Ce sera la plus longue campagne de la guerre. L'Atlantique est crucial pour approvisionner la Grande-Bretagne. Coupés de l'Europe, les Britanniques doivent importer 1 million de tonnes de vivres et de matériel par semaine. Des convois de bateaux font en permanence la traversée de l'Atlantique. Pour charger les navires marchands, les docks de New York se révèlent indispensables. Avec ses 200 km² de hangars et de quais, les docks sont un portail unique vers l'Europe. Mais dès l'entrée en guerre des États-Unis, les bateaux qui transitent par New York sont attaqués. Les États-Unis ont affaire à un ennemi redoutable. Les sous-marins allemands coulent 80 navires par mois. 2,5 millions de tonnes de marchandises sont perdues en 6 mois. The United States Navy is today fighting in the greatest war in United States history, and fighting it with all the strength of its guns, planes, ships, and men. The task ahead is tremendous, and is hardly yet begun. Incapable d'endiguer la destruction de ces bateaux, la marine commence à avoir des soupçons. Des espions allemands ont infiltré les docks et renseignent ainsi les sous-marins allemands. Il faut démasquer ces agents. Le problème, c'est que les docks font partie du territoire contrôlé par la mafia. Les hommes qui y travaillent sont sous les ordres du parrain Lucky Luciano. Luciano dirige son empire clandestin depuis sa cellule. Les docks sont alors une communauté fermée. Les agents fédéraux sont quasiment incapables de l'infiltrer. Les agents de la Navy tentent d'obtenir des informations sans succès. Meyer Lansky évoque cet épisode dans ses mémoires. Tout le monde à New York éclatait de rire en voyant les agents de la Navy fouiner dans les docks. Ils allaient voir les ouvriers et leur parlaient du coin de la bouche, comme ils l'avaient vu faire dans des films. Ils voulaient savoir s'il y avait des espions.
Les agents de la Navy se heurtent à un mur. Personne dans les docks n'accepte de parler sans l'accord de Luciano. Et Luciano leur interdit de dire quoi que ce soit. Depuis sa cellule, le parrain entrevoit la possibilité de sceller un accord. Il sait que le gouvernement américain a besoin de lui. Il suffit juste de le convaincre à quel point il est indispensable. Le 9 février 1942, un événement précipite les choses. Le Normandie, un paquebot de luxe français, est amarré au quai 88 des docks de New York. Il est très fréquenté par les stars et les célébrités. Le Normandie est rapide et puissant. Après la capitulation de la France, les États-Unis réquisitionnent le paquebot et le transforment pour transporter des troupes. Un après-midi, un drame éclate. Le Normandie est détruit par une explosion et un incendie. Les véhicules de secours se précipitent sur place. Nul incident n'a réuni autant de services de secours depuis le début de la guerre. Le Normandie brûle durant 6 longues heures. En début de soirée, le paquebot chavire sous le poids de l'eau aspergée par les sapeurs-pompiers. La mort d'un roi. Le paquebot de luxe valant 60 millions de dollars gît sur le flanc. Les inspecteurs entament leur enquête. S'agit-il d'un sabotage par des agents allemands? Ou bien un groupe de dockers italiens a-t-il des sympathies fascistes? À l'époque, les autorités craignaient avec raison que le paquebot ait été saboté par des agents nazis ou fascistes qui étaient montés à bord pour y mettre le feu. Depuis 1930, le FBI est chargé d'identifier des espions aux États-Unis. Sa lutte contre les agents allemands et fascistes est richement documentée. Les États-Unis s'inquiètent de plus en plus des ennemis qui sévissent dans le pays. Les autorités imputent donc l'incendie du Normandie à des espions. L'enquête stagne jusqu'au jour où Lucky Luciano fait une déclaration qui fait sensation. Il affirme que ce sont ces hommes qui ont mis le feu au Normandie. Le responsable est son homme de main, Albert Anastasia. Dans un livre basé prétendument sur ses confessions, Luciano explique: Albert s'est dit que si un malheur arrivait aux Normandie, ils chiraient tous dans leurs frocs. C'était une excellente idée. J'ai donc envoyé un ordre à Albert pour passer aux actes. Quelques jours plus tard, j'apprends par la radio que le Normandie brûlait et qu'il serait impossible de le sauver. Je me suis dit qu'Albert avait fait un sacré boulot. La version de Luciano n'a rien à voir avec la version officielle. L'enquête menée par les autorités aboutit à des conclusions différentes. L'incendie du Normandie est un accident provoqué par une erreur humaine. Il est la conséquence des étincelles produites par un chalumeau. L'affaire est close. Quelle que soit la vérité, la catastrophe du Normandie signe le début d'une des collaborations les plus bizarres de la Seconde Guerre mondiale. Peu importe la cause, cet incendie inquiète la Navy. Le haut commandement de la Navy craint
craint que ses navires soient la cible de sabotage. Le capitaine de corvette Charles Haffenden dirige alors les services secrets de la Navy à New York. Une de ses tâches consiste à éviter la répétition d'une catastrophe du type Normandie. Pour y parvenir, Haffenden est obligé d'avoir accès au dock. Mais il n'y a qu'une seule façon d'y parvenir. L'incendie du Normandie a été un catalyseur pour les services secrets de la Navy aux États-Unis. Ils ont compris qu'ils devaient collaborer avec les gangsters. Le capitaine de corvette Haffenden a même déclaré qu'il parlerait volontiers au diable si cela lui donnait accès au dock. Haffenden lance une des opérations les plus secrètes de la guerre. Baptisée Underworld, les enfers, elle oblige les hauts gradés à prendre contact avec la pègre. Haffenden commence par contacter Thomas Dewey. Dewey a passé toute sa carrière à combattre les gangsters. Il sait où les trouver. Il prend d'abord contact avec Joseph Sox Lanza, le bras droit de Luciano dans les docks. Joseph est le chef mafieux du marché aux poissons de Fulton, un commerce extrêmement lucratif. Moses Polakov se souvient de l'influence exercée par Sox Lanza. Sox était un dur à cuire. Il contrôlait le marché aux poissons dans le Lower East Side. Il était très puissant. Personne ne pouvait vendre du poisson sans son accord. Il faisait payer tout le monde pour donner sa protection. Voilà le genre de type qu'il était. Tous les bateaux de pêche doivent payer un droit à Lanza, le plus souvent un billet de $100. Des agents fédéraux rencontrent en secret Lanza pour sceller un accord. Lanza accepte de demander aux pêcheurs de surveiller ce qui se passe dans les docks. Mais il annonce une nouvelle désagréable. Sox Lanza leur a dit qu'il pouvait faire de son mieux, mais que la personne qui était le chef suprême des docks, ce n'était pas lui, mais Charles Luciano. Les autorités n'ont pas le choix. Pour avoir ce qu'ils veulent, les services secrets américains doivent traiter avec l'ennemi public numéro 1 qui est en prison depuis 6 ans. Luciano voit le bout du tunnel. Il dira plus tard: Quant à Haffenden, il ne savait pas du tout ce qui se passait. Il était assis devant moi, bouche bée, et il me suppliait d'accepter d'offrir mon aide à lui et à son département. Tim Newark a trouvé des déclarations faites par Meyer Lansky qui attestent que Haffenden a eu besoin de la collaboration du milieu. Lansky a été interrogé pour le rapport officiel Airlines, une enquête menée après la guerre pour éclaircir la relation entre l'armée américaine et la mafia. Nous avons ici un témoignage de Meyer Lansky, selon lequel le gouvernement américain craignait des sabotages. Il le dit en ces termes. Il ajoute que les autorités se méfiaient surtout des Italiens qui travaillaient dans les docks. Elles souhaitaient donc collaborer avec des Italiens influents. C'est comme ça que le nom de Charlie Luciano a été évoqué. Mais qui peut gagner la confiance de Luciano? Un seul nom semble sortir du lot. Meyer Lansky, le vieil ami de Luciano. Il est juif, fier de l'être, et il hait les nazis. Il s'est ouvertement opposé au Bund, une organisation antisémite pro-nazie qui imite les défilés des soldats de Hitler. Lansky raconte qu'à l'instigation de son rabbin, lui et ses hommes se sont attaqués à des manifestations du Bund. La scène était décorée de svastikas et d'une image d'Hitler. L'orateur s'est mis à vociférer.
On n'était qu'une quinzaine, mais on est passé à l'action. On en a jeté plusieurs par la fenêtre. La plupart des nazis se sont enfuis en panique. On les a pris en chasse et on les a tabassés. On voulait leur montrer que les Juifs n'étaient pas prêts à subir des insultes sans réagir. Meyer Lansky est un gangster qui peut rendre service à la nation en guerre contre les nazis. Et Lansky accepte d'offrir son aide au pays. En mai 1942, un groupe étrange composé de gangsters, d'avocats et d'officiers des services secrets entre dans la prison de Danmora, la Petite Sibérie. Moses Polakov est alors l'avocat de Luciano. Quand on est entré dans sa cellule, Lucky a dit « Mais qu'est-ce que vous fichez là ?» Polakov ne dévoilera jamais complètement les détails de la rencontre, mais Luciano prend une décision. On lui a expliqué le but de la mission et il a répondu « D'accord, j'offrirai mon aide ». Avec la bénédiction de Luciano, la pègre informe les dockers qu'ils doivent serrer les coudes pour contribuer à l'effort de guerre. Le message de la mafia est clair, aucun navire ne doit être incendié. L'ordre est suivi à la lettre. Lucky Luciano est transféré de la Petite Sibérie à Great Meadow, une des prisons les plus douces des États-Unis. Dès le moment où la mafia accepte d'aider les autorités américaines, il n'y aura plus le moindre incident ni aucune grève dans le port de New York. Les docks fonctionneront sans problème durant toute la guerre. Les services secrets américains sont prêts à collaborer avec l'ennemi public numéro 1. Anthony Marslow, un de ses plus hauts gradés, se souvient. Nous avons fait appel à tous ceux qui pouvaient nous aider. Que ce soit Luciano, que ce soit Bugsy Siegel, que ce soit Costello, que ce soit Meyer Lansky, on a dit oui. Abbas Willman, oui. Mike Lascari, oui aussi. Tous. La relation entre les autorités américaines et la pègre ne se limite pas à New York. La guerre s'intensifie. Les forces alliées remportent la guerre du Sahara. L'armée du Feldmaréchal Rommel est prise au piège. Le général Montgomery arrive par l'Est avec ses divisions. L'armée commandée par le général Eisenhower attaque par l'Ouest. Après une bataille féroce, les armées de l'Axe, l'Allemagne et l'Italie sont boutées hors de l'Afrique du Nord. Churchill, le Premier ministre britannique, et les généraux américains Marshall et Eisenhower estiment que les Alliés sont prêts à tenter un débarquement en Europe. La première étape consistera à attaquer la Sicile. La chance semble de nouveau sourire à Luciano. Lucky Luciano est né en Sicile. L'île est aussi le berceau de la mafia. Surnommé la tradition, le code de conduite de la mafia était un moyen pour les Siciliens de se protéger de l'exploitation étrangère. Les Siciliens n'assuraient pas seulement leur sécurité, ils se faisaient aussi justice. Quand une famille était victime d'un crime, c'était à elle d'organiser le châtiment. Luciano est toujours amoureux de sa patrie. Il y a gardé de nombreux contacts avec la mafia locale. Mais, dans les années 1920,
la mafia sicilienne fait face à un terrible ennemi. Non era rimasta indietro. Si aveva dell'Italia una concezione superficiale e pittoresca di quel pittoresco che io detesto. Le dictateur fasciste Benito Mussolini. Mussolini veut faire régner l'ordre et la justice. Il est déterminé à réprimer les grévistes, les communistes et les criminels. Mussolini s'est rendu en Sicile dans les années 1920. Il a été choqué par le fait qu'un chef mafioso lui dise « Je vais prendre soin de vous. Mes hommes vont vous protéger. » Mussolini dira que les Italiens ne peuvent pas avoir deux chefs. Il voulait être le seul chef à bord. Mussolini envoie ses chemises noires en Sicile. Il fait la guerre à la mafia en effectuant des purges dans les villes et les villages. Entre 1927 et 1929, 16 procès permettent de condamner des centaines de mafiosi. Dans les années 1930, la mafia est obligée d'entrer dans la clandestinité. Enfermé dans la prison de Gretmedo, Luciano est choqué par ce qui se passe en Sicile. Il est déterminé à faire renaître la mafia dans sa patrie. C'est une occasion unique. L'invasion de la Sicile par les Alliés est une mission très complexe. Grâce à une campagne de désinformation, les Alliés parviennent à convaincre Hitler qu'ils vont débarquer en Grèce ou en Sardaigne. Mais les troupes de l'Axe peuvent être rapidement redéployées quand elles connaîtront le véritable lieu de l'attaque. Un débarquement amphibie est la seule façon d'acheminer des troupes rapidement en Sicile. Mais les soldats seront très vulnérables en approchant des plages. Pour réussir l'invasion, les Alliés ont besoin d'espions et d'agents dans l'île. Ils sont de nouveau contraints de solliciter l'aide d'un détenu notoire. Quand les services secrets de la marine américaine se sont rendus compte que le pacte qu'ils avaient scellé avec Luciano avait assuré le calme dans les docks, ils se sont dit qu'ils pourraient sceller un autre accord avec Luciano et la mafia pour débarquer en Sicile. Haffenden, le capitaine de croisette, reprend contact avec la pègre. Il veut des informations sur la Sicile et recrute Meyer Lansky pour les obtenir. Lansky contacte à son tour ses amis siciliens pour qu'ils fournissent des détails sur les contours et le relief marin de l'île, dont Haffenden leur présente une grande carte. Certains sont réticents, mais pas très longtemps. Apparemment, le parrain a de nouveau été sollicité. Luciano charge Joe Adonis de convaincre les Siciliens de donner des informations, comme Meyer Lansky l'explique dans ses mémoires. Il arrivait que les Siciliens soient très nerveux. Il suffisait que Joe mentionne le nom de Lucky Luciano en ajoutant qu'il avait donné l'ordre de parler. Quand un des Siciliens hésitait, Joe arrêtait de sourire et disait « Lucky ne sera pas content en apprenant que tu n'as pas offert ton aide. » En juillet 1943, Haffenden possède une carte détaillée des plages et des eaux côtières de la Sicile. Alors que les préparatifs de l'opération Husky se terminent, Luciano fait une proposition extraordinaire pour s'impliquer davantage dans l'effort de guerre américain. Il demande à Meyer Lansky de soumettre son idée. Lucky a proposé un plan que je trouvais assez dingue. Il voulait se joindre au débarquement. Il était convaincu que sa présence garantirait la coopération des Siciliens.
Il était prêt à être parachuté dans son île. La requête de Luciano est analysée par les plus hautes instances de l'armée américaine, mais elle est rejetée. La raison pour laquelle le gangster est si avide d'aider les Américains sera évidente à la fin de la guerre. Grâce aux informations livrées par les mafieux, les États-Unis sont prêts à envahir la Sicile. L'opération Husky débute le 9 juillet 1943. Sur la côte Est, les Britanniques et les Canadiens rencontrent une vive résistance. Le moindre village doit être pris d'assaut. La campagne menace d'être très longue. En contraste, la 7e armée du général Patton avance sans grande difficulté. Le lieutenant américain Paul Alfieri est un des premiers agents des services secrets à entrer dans le port de Licata. Dès son arrivée, il est accueilli par un Sicilien qui lui offre son aide. Le jeune homme montre à Alfieri la cache secrète du commandement naval italien, une villa cossue sur la plage. Il propose même des hommes en armes pour la prendre d'assaut. Dans la villa, les Américains trouvent des documents très précieux. Le plan des positions de défense allemandes et italiennes, ainsi que le registre des codes radio. Plus important encore, ils découvrent des informations sur les forces navales de l'Axe présentes dans l'île. Des cartes révèlent les champs de mines marins et donc les passages pour les éviter. Le travail des agents secrets sauvera beaucoup de vies. Le lieutenant Alfieri sera récompensé de la Croix du Mérite. Plus tard, il apparaît que le Sicilien qui a aidé Alfieri est un mafioso qui doit la vie à Luciano. Il avait assassiné un policier new-yorkais. Luciano l'a sauvé de la chaise électrique en organisant son évasion en Sicile. En 2 semaines, l'armée américaine contrôle la partie occidentale de la Sicile. L'efficacité des troupes américaines est mise en exergue par les rapports officiels et par le photographe de guerre Herbert White. Bigre, les navires de guerre américains étaient super forts. Ils ont fait exploser tous les bunkers sur la plage. Et quel magnifique étalage d'efficacité de voir ces pièces d'artillerie, ces véhicules et ces approvisionnements acheminer des bateaux sur la plage comme une ligne d'assemblage de Détroit. Mais dans ses mémoires, Meyer Lansky suggère une autre version des faits. On m'a dit que Mafia et Lucky Luciano étaient des mots de passe. Ça peut sembler bizarre au beau milieu de la guerre. Mais un agent m'a dit que ces mots étaient magiques en Sicile. Les gens souriaient et tout devenait tellement plus facile. Avec la modestie qui le caractérise, Luciano déclare que c'est lui qui a gagné cette bataille. Nous ne saurons sans doute jamais à quel point la mafia a pu aider l'armée américaine à conquérir la Sicile. Mais les preuves que Tim Newark a trouvées dans les archives de l'armée attestent que la mafia a fait partie de la stratégie globale de cette opération.
J'ai découvert que l'armée des États-Unis a dressé un rapport à l'intention des chefs d'état-major, qui comprenaient alors le général Eisenhower. Dans ce rapport, il est recommandé de prendre contact avec les responsables des groupes séparatistes, ainsi que les groupes radicaux. Et il mentionne aussi la mafia. Les preuves trouvées par Tim Newark suggèrent une collaboration plus profonde que Luciano a bien voulu l'admettre. Plus sensationnel encore, les militaires recommandent de donner des armes à ces groupes et de charger la mafia de faire exploser des ponts et détruire des routes. Rien ne confirme que ce plan ait été mis en œuvre. Mais aucun mafioso n'aurait offert sa collaboration sans exiger un prix. La guerre a plongé la Sicile dans le chaos. L'île est soudain sous la responsabilité de l'armée américaine. Le gouvernement militaire d'occupation est présent dans le moindre village repris par notre armée. Il est chargé de transformer les zones de guerre en zones civiles pacifiées. Les villes et les campagnes grouillent de réfugiés qui ont tout perdu. Pour reprendre le contrôle du pays, les responsables américains sont contraints de remplacer les maires fascistes par des maires issus de la mafia. Quand les fascistes ont été expulsés de Sicile, il y a eu un vide au niveau du pouvoir. Et les personnages qui semblaient le mieux placés pour reprendre les rênes en main étaient ceux qui avaient combattu les fascistes, et donc les membres de la mafia locale. Et ce sont eux qui ont repris les mairies. Un nouveau maire prête serment. Il n'est pas seulement responsable envers nous, mais envers ses concitoyens. Clamant être des victimes du fascisme, les mafiosi emprisonnés sous Mussolini sont remis en liberté. La mafia profite de la crise pour reprendre le contrôle. C'est le début de son nouvel âge d'or en Sicile. Joseph Russo, officier des services secrets américains, est témoin du retour rapide au pouvoir de la mafia. J'ai commencé par rechercher les criminels. J'ai découvert que la plupart étaient des mafiosi. Ils étaient très puissants. Ils n'ont pas mis longtemps à restructurer leur réseau. Certains remettent en cause les mots de Luciano, selon lesquels il aurait fait gagner les Alliés en Sicile. Après tout, Luciano a notamment été condamné pour parjure. Mais l'histoire selon laquelle le gouvernement américain aurait scellé un accord avec Luciano a fait l'objet d'une enquête en 1954. Le résultat de l'enquête est dans le rapport Airlands. Ce dernier atteste que l'incendie du Normandie a bouleversé la stratégie de la marine américaine. Mais le rapport ne signale pas de lien direct avec la mafia. Il atteste toutefois que les services secrets de la marine américaine n'ont pas hésité à traiter avec des criminels notoires. Les États-Unis étaient alors gravement menacés. L'exploitation d'informateurs, quelle que soit leur histoire, n'est pas seulement souhaitable, elle est indispensable, car le pays lutte pour sa survie. Les services secrets doivent donc recourir à tous les moyens disponibles. Et cela comprend l'implication de ce qu'on appelle le milieu. Concernant l'invasion de la Sicile, le rapport dit ceci. Un grand nombre d'Italiens d'origine sicilienne ont été engagés en vue du débarquement allié.
Ils doivent fournir des informations sur le terrain, sur les ports, etc. de la Sicile. Grâce à ces informateurs, nous avons obtenu les noms de sympathisants siciliens et même de personnalités de la mafia qui nous ont aidés durant la campagne de Sicile. Les documents officiels font seulement allusion à un accord avec Luciano. Mais les événements à la fin de la guerre parlent d'eux-mêmes. En 1946, Lucky Luciano, le proxénète, le racketteur et l'assassin, est libéré. Il n'a purgé que 10 ans au lieu de 50. Seule condition de sa libération, il doit quitter les États-Unis. Le 9 février 1946, Luciano monte à bord d'un paquebot à New York. Meyer Lansky et Frank Costello viennent lui dire au revoir. Luciano reprend peu à peu les trafics en tout genre. Il opère d'abord depuis Cuba, puis d'Italie. Lucky fait très rapidement son retour aux affaires. Une fois la Sicile sous le contrôle de la mafia, Luciano renforce considérablement ses contacts criminels de l'autre côté de l'Atlantique et étend ainsi l'influence de la mafia new-yorkaise. Gangster de légende, Luciano meurt en 1962 en homme libre, à l'âge de 64 ans. Ce retournement de situation remarquable prouve que Luciano a réellement contribué à l'effort de guerre américain. Beaucoup de gens sont persuadés que l'histoire selon laquelle la mafia et Lucky Luciano ont été impliqués dans la Seconde Guerre mondiale en aidant l'armée américaine à remporter certaines victoires est une légende. Mais ce n'est pas une légende, c'est la pure vérité. Luciano a scellé un accord secret avec les autorités américaines. En aidant le gouvernement américain, Luciano a redonné vie à la mafia. Et la mafia ne mettra pas longtemps à prendre le contrôle du crime organisé au niveau planétaire.